On m'a appelée criminelle. On a dit que j'étais une folle, une incendiaire, une abomination. C'était en 1870, dans le sud de la Martinique, une île coloniale, encore marquée par l'esclavage à peine aboli. Là-bas, quand un noir lève la tête, on l'écrase. J'ai porté un flambeau. J'ai marché de nuit, enceinte, le cœur en feu. Pour défendre les miens, pour qu'on nous écoute enfin. Et pour ça, ils m'ont enfermé, ils m'ont jugé. Ils m'ont arraché à ma terre et envoyé mourir dans une autre forêt, dans un autre pays. Mon nom, il ne vous dira peut-être rien. Mais je suis celle qui a fait trembler un empire avec une poignée de femmes et d'hommes et une étincelle. Aujourd'hui, on raconte mon histoire. Écoutez-la. Le 5 novembre 1848, dans un coin reculé du Vauclin, au sud de la Martinique, la terre est encore gorgée des pluies d'octobre. Le vent fait bruire les feuilles de canne. Une ancienne esclave accouche. Elle donne naissance à une fille, qu'elle baptise Marie-Philomène Sophie, mais appellera plus communément Lumina ou Surprise. Il y a à peine 6 mois, le décret du 27 avril 1848 a aboli l'esclavage dans les colonies françaises. Des cloches ont sonné, des discours ont été prononcés. Mais sur l'habitation Labroue, la réalité ne change pas. La misère est la même. Le travail harassant, identique. Le fouet n'est plus levé, mais les chaînes ont simplement changé de forme. La mère de Lumina, Zulma, a été esclave toute sa vie. Elle a connu la vente, l'humiliation, les nuits sans nom, le silence des plaintes dans les cases sombres. Ce qu'elle offre à sa fille n'est pas une vie libre, mais une survie sans maître, ce qui, en 1848, reste une nuance douloureuse. L'administration leur donne un nom, Robtus. Ce nom, dicté par les nouvelles règles d'état civil, est censé faire d'elles des citoyennes. Mais c'est un nom vide, attribué par des hommes qui ne voient en elles que des matricules à classer. Robtus, c'est une illusion de dignité. Un nom qui tente d'effacer les traces de la servitude, mais qui garde l'odeur âcre du bureau colonial. Lumina grandit au sein d'une famille élargie. Tantes, oncles, grands-parents, tous cultivent une terre qu'ils ne possèdent pas. Ce sont les contrats d'association, des arrangements entre les anciens maîtres et leurs anciens esclaves, qui permettent aux premiers de garder le contrôle économique. Les seconds, eux, travaillent presque gratuitement. C'est une main-d'œuvre noire sous un autre nom. Les journées commencent avant l'aube. Le chant des coqs est couvert par les râles des bœufs attelés et les cris des enfants réveillés à la hâte. La petite Lumina aide sa mère à porter des paniers, va au marché, apprend la valeur de chaque sou. Le sol est sec, la canne tranche les doigts, la sueur brûle les yeux, mais c'est tout ce qu'elle connaît. Alors elle observe, elle écoute, et très tôt, elle comprend. Dans ce monde post-esclavagiste, tout est fait pour que les anciens esclaves restent en bas de l'échelle. Il leur faut un passeport intérieur pour se déplacer. Ils n'ont pas accès aux écoles des Blancs. On leur impose des impôts de libération. Les tribunaux, les postes de pouvoir, les terres fertiles, tout reste aux mains des béquets. Ces descendants des anciens colons esclavagistes. Mais Surprise a quelque chose que d'autres n'ont pas. La lecture. Dans les journaux qu'elle déchiffre, elle voit des mots comme égalité, justice, progrès. Des promesses venues de Paris, parfois héritées d'une république déjà morte. Mais dehors, elle voit l'inverse. Elle entend les femmes parler sur les marchés. Des maris emprisonnés pour dettes, des enfants sans avenir, des jeunes filles humiliées par des patrons blancs. Nous sommes en 1870, à Rivière-Pilote, toujours dans le sud de la Martinique. L'île est radieuse sous un soleil de septembre. Mais ce n'est pas la chaleur qui fait frémir les corps. C'est l'imminescence d'un soulèvement. Lumina Sophie, 21 ans, n'est plus une enfant. Elle est une jeune femme, enceinte de son premier enfant. Sa peau est tannée par le soleil des champs. Ses mains, par les aiguilles de couture. Ses pieds, par les routes caillouteuses qu'elle parcourt chaque semaine pour vendre au marché. Elle a vécu 1000 vies en une. Son compagnon, Émile Sidney, est un ouvrier, un homme de lutte engagé. Leur foyer n'est pas riche,
mais il est rempli de discussions enflammées. Les mots « liberté »,« égalité »,« république » sont murmurés comme des prières. Ils ne viennent pas des sermons de l'église, mais des conversations chuchotées entre camarades, dans l'arrière-boutique d'un tailleur ou sur les bancs d'un marché déserté après la pluie. Mais plusieurs événements vont tout faire basculer sur l'île, en commençant en février. Léopold Lubin, un jeune cultivateur noir de 22 ans, refuse de s'écarter au passage d'un officier blanc, le sous-lieutenant Augier de Maintenon. Ce dernier, furieux de ce qu'il considère comme un affront, le frappe de sa cravache et l'insulte en pleine rue. Lubin porte plainte. Il ose. Il croit encore à une justice possible. Mais la justice coloniale en décide autrement. Aucune poursuite contre l'officier. Pire, lorsque Lubin, ulcéré, se venge en le frappant à son tour, il est arrêté, emprisonné, jugé. Son procès, tenu à Fort-de-France, est une farce. Tous les jurés noirs sont écartés. Le jury est intégralement composé de béquets. Parmi eux, Cléo Codet, un planteur, déclare ouvertement vouloir faire un exemple. Lubin est condamné à 5 ans de bagne en Guyane et 1500 francs de dommages et intérêts. Un verdict considéré sévère, même pour l'époque. Dans les rues, les murmures deviennent cris. « Il a eu raison de se défendre », disent les femmes au marché. « Ils veulent qu'on baisse les yeux, toujours !» Lumina organise une souscription pour payer la défense de Lubin. Elle fait circuler des pétitions, rédige des lettres. Elle s'adresse aux femmes, leur parle dans leur langue, le créole. Elle leur dit que ce n'est pas seulement Lubin qu'on a condamné, mais nous tous. Les femmes écoutent. Elles, qui sont doublement invisibles, parce que noires et parce que femmes, trouvent en Lumina une voix claire, une voix qui ne tremble pas. À Rivière-Pilote, elle devient une figure connue. Mais aussi, pour les autorités, une menace. Et le feu continue de couver. Le gouverneur ne cache plus son mépris pour les afrodescendants. Cléo Codet, dans une provocation ouverte, fait hisser le drapeau blanc royaliste sur son habitation. Un symbole de l'ancien ordre, celui de l'esclavage, de l'autorité blanche. Il continue de défier les Martiniquais et se comporte comme au temps de l'esclavage. À cela s'ajoute l'affaire d'un colon accusé de viol et de meurtre d'une femme noire, auquel il est reconnu coupable, mais écope d'une simple amende. Pour Lumina, pour Sydney, pour leurs voisins, c'est le point de non-retour. Ils veulent notre silence. Nous leur donnerons notre colère. Nous sommes le 22 septembre 1870. En métropole, la Troisième République vient d'être proclamée. Les journaux en font écho. Les colonies reçoivent la nouvelle par bateau des semaines après. Pour les Martiniquais, cette proclamation est plus qu'un événement lointain. C'est une étincelle, une promesse d'égalité, une chance de briser l'ordre injuste hérité de l'esclavage. On scande « Vive la République !» et « Mort à Codet !» Mais rien ne vient. Ni discours officiel, ni décret local, aucun changement. À Rivière-Pilote, des centaines de personnes se rassemblent pour célébrer malgré tout. Ouvriers agricoles, petits commerçants, couturières, journaliers. Des visages tannés, des corps courbés par des années de travaux forcés dissimulés sous des contrats légaux. Et au milieu d'eux, Lumina Sophie. Elle n'est plus seulement une voix. Elle devient un symbole. Son ventre est arrondi. Elle est dans son 2e mois de grossesse. Mais cela ne l'arrête pas. Elle porte une torche. C'est elle qu'on suit dans les ruelles, sur les sentiers menant aux habitations. Son regard est fixe, sa voix claire. Elle sait que ce qu'elle déclenche cette nuit ne pourra plus s'arrêter. Les revendications fusent. La libération de Léopold Lubin, la reconnaissance de la République en Martinique, le désarmement des milices blanches et le jugement équitable des colons violents. Le mot circule de bouche en bouche. Nous l'égal. Nous sommes égaux. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. La nuit est tombée depuis plusieurs heures. Un silence étrange règne, épais, comme suspendu au-dessus des toits. Dans les champs, on ne travaille plus, mais on chuchote, on se rassemble, on attend. Au loin, des lumières vacillent, portées à bout de bras. Des torches. Le bruit de pas monte, irrégulier, déterminé. Puis, le craquement d'une branche.
Un murmure plus fort, un cri. L'habitation codée est en vue. Immense, blanche, mais vide. Cléo Caudé a fui. Mais un homme est resté, un serviteur. Il tente de raisonner les arrivants. Il ne finit jamais sa phrase. Un coup, puis le feu. Les flammes jaillissent comme une sentence. Elles avalent les murs, rongent le bois, lèchent les colonnades. Le ciel, d'un noir d'encre, se teinte de rouge. Le premier brasier. Ce n'est pas une simple vengeance. C'est un signal, une fracture, une déclaration de guerre. Les nouvelles se propagent comme le vent. À Sainte-Anne, au Vauclin, au Marin, d'autres habitations s'embrasent. Les colons fuient, hagards. Les insurgés, eux, montent vers les hauteurs. Ils installent des camps, ils prennent des noms. Les combattants de la République. Et au centre de ce soulèvement, il y a une femme. Elle descend de la colline, torche à la main. Un fichu rouge noué sur la tête, enceinte, le regard fixe. Autour d'elle, des femmes, qu'on appelle avec mépris les pétroleuses. Mais elle ne rit pas. Elle marche, elle s'organise, elle résiste. Une voix fend la nuit. Pas laisser nous continuer vivre comme bêtes. Ne nous laissons plus vivre comme des bêtes. La peur change de camp. Au gouvernorat, les mains tremblent. La Martinique est en feu. Des nègres armés. Une nouvelle Haïti ? Le nom seul suffit à semer la panique dans les salons coloniaux. Les journaux s'emballent, les militaires sont appelés. La répression se prépare. Mais le feu est déjà lancé. Et parmi les membres à sa tête, marche une femme, jeune, noire, enceinte. Avec dans les yeux la peur de l'esclavage et dans les mains, une flamme. À l'aube du 26 septembre 1870, la Martinique se réveille dans les fracas des bottes, le bruit des fusils et la peur revenue. La République, si elle existe, arrive ici dans les habits d'un conquérant. Face à l'ampleur de l'insurrection, le gouverneur Charles de Manche de Loane décrète l'état de siège. Les autorités envoient des troupes de marine, de gendarmes et des milices de planteurs armés. Une chasse à l'homme commence, implacable. Les collines de Rivière-Pilote sont encerclées. Les insurgés, mal armés, désorganisés par la violence de la contre-attaque, ne peuvent tenir. Le 28 septembre, en pleine nuit, les forces coloniales prennent d'assaut les camps de retranchés. Les combats sont brefs mais sanglants. On tire à vue. On capture son procès. Le sol est jonché de corps. Les cris se mêlent au fracas des balles. La forêt qui avait servi d'abri devient une prison. Le silence retombe et avec lui, le châtiment. Plus de 100 arrestations. Et parmi elles, Lumina Sophie. Elle est capturée. Elle n'a pas fui. Elle est là, debout, face à ses juges. Je n'ai pas peur, aurait-elle dit aux gendarmes. C'est vous qui devriez craindre votre conscience. Elle est transférée à Fort-de-France, au Fort d'Euzet. Un bâtiment militaire froid, austère, suspendu entre ciel et mer. C'est là qu'on enferme les rebelles. 2 conseils de guerre, c'est-à-dire des tribunaux militaires d'exception, sont organisés en 1871. Le premier a lieu du 17 mars au 25 avril. L'administration tente de démontrer l'existence d'un complot séparatiste, une tentative de créer une république noire en Martinique. Un fantasme pur, inspiré des pires peurs coloniales. Et faute de preuves, Lumina est blanchie sur ce chef d'accusation. Mais elle reste incarcérée. En avril, elle donne naissance à un petit garçon. L'administration lui donne un prénom, Théodore. On lui arrache son enfant à la naissance et il meurt en détention à l'âge de 14 mois. Ce drame est une gifle, une plaie béante dans une vie déjà fracturée. Une mère privée de son enfant, une militante réduite au silence par les murs d'une forteresse coloniale. Le second procès débute le 22 mai. Il coïncide avec la semaine sanglante de la Commune de Paris, où d'autres femmes, les communardes, sont massacrées pour avoir osé défier l'ordre établi. Le parallèle n'échappe à personne. Le procès est une mascarade. Tous les juges sont des hommes blancs ou noirs loyaux au régime. Les dépositions sont faites en français, langue que Lumina maîtrise mal. Elle s'exprime essentiellement en créole. L'accusation la décrit comme une virago, une femme dangereuse qui veut dominer les hommes. Même son propre avocat la dépeint à travers des clichés sexistes, n'osant la défendre sur le fond. Dans les minutes du procès,
on trouve des phrases glaçantes la traitant d'abomination. Son sexe, sa couleur, sa révolte sont les 3 chefs d'accusation véritables. Et le 8 juin 71, le verdict tombe. Travaux forcés à perpétuité. Et surtout, déportation sans retour en Guyane. Parmi les 114 personnes jugées, peu seront aussi sévèrement punies. Elle est l'une des seules femmes condamnées à vie. Les autorités veulent faire un exemple, briser la femme noire debout, dissuader les autres. Alors on l'embarque à bord d'un navire à destination de Saint-Laurent-du-Maroni, les chaînes aux poignets, le regard droit, le ventre vide de son fils, et derrière elle, la Martinique s'éloigne déjà. Le navire fend les eaux de l'Atlantique. À son bord, des condamnés politiques, des insurgés, des voleurs et des révoltés. Et parmi eux, une femme. Jeune encore, mais brisée par ce qu'elle a vu, perdue, subie. Elle ne pleure pas. Elle regarde l'horizon et sait qu'elle ne reviendra jamais. Lumina Sophie a 22 ans quand elle quitte la Martinique pour le bagne. Une terre marécageuse, infestée de moustiques, de fièvre jaune et de violences institutionnelles. Là-bas, les bagnards ne purgent pas seulement une peine, ils disparaissent. La traversée est longue. Les prisonniers sont entassés, enchaînés, mal nourris. Les hommes bruyants ou silencieux, les femmes rares sont traitées comme des objets. Lumina, condamnée à vie, n'a plus de statut civil. Elle est un numéro, une matricule, un fardeau administratif. À Saint-Laurent, Lumina découvre l'enfer. Le camp n'est pas une prison, c'est une colonie pénitentiaire. Les forçats construisent eux-mêmes leurs baraquements. Ils abattent la forêt pour planter ce qu'ils mangeront. Ils enterrent leurs compagnons morts dans des fosses anonymes. Le climat est étouffant. L'air lourd colle à la peau. Les pluies torrentielles effacent les traces du passé, comme pour mieux ensevelir les souvenirs. Les prisonnières sont peu nombreuses. On les cantonne dans des zones spécifiques, isolées, méprisées. L'administration les pousse parfois au mariage forcé pour les domestiquer. Et en août 77, 6 ans plus tard, ce sera le cas de Lumina, qui se voit obligée d'épouser un autre bagnard. Un Français, nommé Marie-Léon Félix. Ce mariage n'a rien d'un amour. Il est une stratégie de pouvoir colonial pour lui retirer sa dignité. Une femme seule est dangereuse. Une femme mariée, c'est une propriété. Et après 8 années de bagne, le 15 décembre 1879, Lumina meurt. Officiellement, les registres mentionnent une mort naturelle. Malnutrition, fièvre, épuisement. En réalité, c'est le système tout entier qui l'a tuée. L'arbitraire judiciaire, le sexisme, le racisme, la violence d'un empire qui préfère briser une femme plutôt que de l'écouter. Elle meurt à 30 ans, sans sépulture, sans plaque, sans adieu. Son nom n'est prononcé dans aucune cérémonie, aucun cortège funèbre, aucune gerbe de fleurs, rien qu'un matricule raturé dans un cahier administratif jauni. Pendant plus d'1 siècle, le silence. Ni livre d'histoire, ni monument, ni leçon dans les écoles. La République française ne veut pas d'héroïnes trop dérangeantes. Les Martiniquais, eux-mêmes, contraints au silence ou à l'exil, murmurent à peine son nom. Mais à la fin du XXe siècle, quelque chose change. Des chercheuses, des militants et militantes, des artistes redécouvrent son histoire. Parmi eux, Gilbert Pagot, historien martiniquais. Dans ses travaux minutieux, il exhume les archives coloniales, les procès, les lettres, les registres. Il restitue une figure politique, là où l'histoire n'a voulu garder qu'une criminelle. Lumina revient, lentement, mais définitivement. Son nom redevient un cri, une source d'inspiration pour les luttes contre le racisme, le sexisme, la répression d'État. On l'étudie, on la cite, on la chante, on la pleure. Elle s'est levée au nom de 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. Ces mots-là, elle les avait lus dans un journal froissé. Elle les avait crus. Elle les avait portés comme un flambeau, enceinte, le cœur plein d'espoir. Et pour cela, elle a été exilée, brisée, oubliée. Un
siècle et demi plus tard, ces mots sont toujours là, gravés sur nos frontons, imprimés sur nos papiers d'identité. Mais parfois, on les regarde et on se demande ce qu'ils veulent encore dire. Quand on préfère surveiller plutôt que protéger, quand l'égalité devient une faveur et non un droit, quand on nous répète d'avoir peur des autres. Alors, on raconte Lumina. Pas seulement pour se souvenir, mais pour alerter. Pour rallumer ce qu'elle a porté, une voix, une lumière, une exigence. Et rappeler que ces promesses de la République n'ont de valeur que si on les défend. Encore et encore. Coucou, alors petit avertissement pour vous dire que certains dialogues ont été inventés afin de rajouter à l'immersion. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué quelque chose de spécial, puisque la personne qui m'a fait l'honneur de prêter sa voix pour incarner ces dialogues n'est autre que Floriane, que vous connaissez peut-être sous le nom de Curly Salty Travel. Et je la remercie infiniment pour ça. Mais au-delà de sa voix, c'est tout son travail que j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui. Si elle a commencé par nous faire voyager aux quatre coins du monde, elle nous embarque aujourd'hui au cœur de quelque chose de plus intime, plus profond. La langue créole et les cultures caribéennes. À travers ses contenus, ses vidéos et ses livres, elle fait un travail remarquable de transmission, de valorisation et de réappropriation culturelle. Elle enseigne le créole avec pédagogie, humour et tendresse, pour que cette langue, trop souvent folklorisée ou invisibilisée, retrouve toute sa force, sa dignité et sa beauté. Elle a aussi un podcast que j'adore, Voyage et Turbulence. On y découvre des galères de voyage, des réflexions personnelles, des récits intimes, des anecdotes drôles ou touchantes. Le tout avec une authenticité et une générosité qu'on retrouve dans tout ce qu'elle fait. Alors, si vous voulez apprendre, réfléchir, rire parfois, et surtout, vous nourrir d'une culture puissante, je vous encourage à la suivre. Tous ces liens sont dans la description de cet épisode, alors foncez. C'était Camille, et je vous donne rendez-vous au mois d'août pour le prochain épisode. En attendant, si vous voulez plus d'histoires ou d'anecdotes, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou Threads, où je poste souvent. Et si vous avez une petite minute pour mettre une note ou un commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir parce que ça aide beaucoup. À bientôt, prenez soin de vous et buvez de l'eau pendant cette période de chaleur.